ça a été horrible. C'est pas une erreur, c'est un apprentissage. What we want to do. On va fumer un joint, on va boire un shot, on sait rien. Ça n'empêche pas. Tout le monde est champion d'un truc en vrai. Non. Bonjour à tous, c'est Mélo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dernier Verre. Et qui dit nouvelle saison dit nouveau studio. Est-ce que t'es prêt? Moi, je le suis. Let's go! Et aujourd'hui, on est avec Solène Aboud, qui est coach en prise de parole, qui a gagné des concours nationaux et internationaux d'éloquence. Ça me fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être là aussi. Aujourd'hui, elle va nous apprendre à roucouler la langue de Molière. Je sais pas si je vais apprendre à roucouler la langue de Molière, mais on va pouvoir en parler. Ouais. Tu vas peut-être nous apprendre déjà 2-3 petits tips. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient vraiment besoin de petits tips pour gérer le stress dans des situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles d'ailleurs. Je sais pas, que ça peut être au travail, des réunions ou juste, je sais pas, porter un toast à un mariage pour son cousin qui est en train de se marier, tu vois. Ouais. Parce que t'étais quel genre d'enfant déjà de base? Ouais. J'étais un enfant chelou. Je suis très connue par mes potes. Enfin, chelou, j'exagère en disant chelou, mais je suis connue par mes potes pour avoir porté des bagues bleu, blanc, rouge parce que je voulais devenir présidente de la République. Ok, est-ce que t'étais les filles qui assortissaient leur vernis aux bagues? Non, tu vois pas les filles qui faisaient ça? Ouais, et après, si, elles prenaient des photos sur Facebook et elles faisaient des trucs comme ça avec les doigts et les bagues. Totalement, mais non. Moi, j'étais vraiment un autre type d'enfant. L'enfant un petit peu intello, un peu chelou, très dans ses délires, mais en même temps qui a plein de potes et tout. Donc, j'étais un enfant un petit peu obsessionnel, disons, sur certains trucs. Et j'aimais bien l'école. Mais t'étais la fille qui était tout le temps déléguée ou pas? Ouais, j'étais déléguée 100% du temps. Mes loisirs, c'était lire. Enfin, bref, j'étais ce genre d'enfant. Ok, et déjà, t'avais pas du mal à parler en public? T'étais à l'aise? J'ai toujours été bavarde, j'ai toujours été extravertie, j'ai toujours été sociable. Donc non, j'ai jamais été très timide. Par contre, il y a une énorme différence entre être assez à l'aise à parler en public et bien parler en public dans des occasions comme des concours d'éloquence ou devant une grande assemblée. Donc il y a une énorme différence entre ces deux trucs-là. Je connais des gens qui sont pas très à l'aise en one-one mais qui sont très à l'aise sur scène. Je connais aussi l'inverse. Donc il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Ça veut dire que toi, quand tu as commencé à faire tes exposés à l'école, tu sais, les poésies, les trucs comme ça, tu le gérais bien. J'étais pas très à l'aise pour les poésies, j'étais pas hyper à l'aise au théâtre par exemple. Par contre, j'étais très à l'aise dans les exposés. Donc c'est-à-dire en fait quand c'était mes mots, j'étais très à l'aise, quand c'était pas mes mots, j'étais pas à l'aise. Et à l'inverse, c'est marrant. Ouais, et il y a l'inverse qui existe de ouf. Parce qu'en fait, tu vois la poésie comme c'est un truc que tu apprends par cœur, t'as pas à réfléchir à part déblatérer le truc que t'as dû apprendre quoi. Oui, mais en fait moi j'étais pas très bonne pour incarner un propos qui n'est pas le mien. Donc réciter, tu vois déjà connaître par cœur, réciter être comédienne, actrice, c'était pas du tout mon truc. Moi, ce que j'aimais bien, c'était parler de choses auxquelles je croyais, expliquer des choses. C'est ça que j'aimais le plus, en fait. Et donc, j'étais très à l'aise quand je faisais ça, mais pas du tout quand je récitais des poésies. Enfin, pas du tout, j'exagère, mais pas plus que la moyenne, quoi. Et du coup, toi, l'éloquence, c'est arrivé à quel moment? Parce que t'as fait une fac de droit, du coup. Exactement. Donc, j'ai fait une fac de droit et en première année, on m'a suggéré de m'inscrire dans un concours d'éloquence. J'ai eu très peur et puis finalement, je me suis inscrite au dernier moment. Mais c'est quoi l'image que tu avais des concours, de l'éloquence en règle générale? J'avais aucune image. Aucune image? J'avais aucune image parce qu'à l'époque, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui les concours d'éloquence. Enfin, à l'époque, j'exagère, mais. Oui, c'est vrai, de fou. Il y a 30 ans. Non, mais ça a vite évolué, figure-toi, parce que pendant que moi j'étais étudiante, ça a commencé à être de plus en plus connu parce qu'il y a eu des documentaires, des films, etc. qui en parlaient, mais à l'époque, c'était pas si connu. Donc j'avais en fait aucune image. Je me disais juste, il va falloir que je parle devant plein de gens. En l'occurrence, c'était des concours de plaidoirie, donc je me suis dit en plus, voilà, je viens de commencer le droit, etc. Donc j'étais pas hyper à l'aise à l'idée de le faire, mais j'avais pas d'image très spécifique. J'en ai parlé à des potes, et c'est vrai que moi-même, j'ai un peu l'image un peu élitiste de base, un peu élitiste, réservée qu'à certaines personnes, et je pense que j'ai une image encore un peu arriérée des concours d'éloquence. J'ai aucune idée de comment ça se passe. Je sais pas si on te balance un thème, si on te balance une phrase, si t'as 1 semaine, 10 jours, 3 mois, 2 minutes pour te préparer, sur quoi c'est basé, parce qu'au final, pourquoi toi, vice-championne du monde et quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment la meilleure personne ou la meilleure personne à l'instant T? Est-ce que c'est basé aussi sur la diction, les compétences, le discours, l'émotion que tu arrives à mettre dedans? Donc c'est ça qu'on va tout récap. Ouais, c'est des très bonnes questions. Alors, plusieurs choses. D'abord, tu m'as dit, j'ai l'image de quelque chose d'assez élitiste. Ouais, t'as quoi à dire là-dessus du coup alors c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est pas interdit à ceux qui ne sont pas de l'élite, mais c'est sûr que pour
prendre la parole devant X dizaines, centaines de personnes, il faut se sentir légitime à le faire. Donc en général, c'est plutôt des gens qui se sentent déjà légitimes à le faire. Donc tu remarqueras qu'il y a quand même plus de gens qui sont plutôt favorisés, plus de gens qui ont fait des études, plus de garçons, enfin bref, toutes les classes favorisées d'une manière ou d'une autre sont plus représentées. Après, par contre, déjà, c'est en train de s'ouvrir énormément. Et en plus de ça, personne n'est interdit de participer à un concours d'éloquence. Bien au contraire. Donc en fait, si tu as envie, tu peux. C'est juste qu'il faut se sentir légitime à le faire. Et ça, c'est plus fréquent chez certains types de personnes. Après, moi, justement, je ne faisais pas du tout partie des privilégiés à la base. Et pourtant, je l'ai fait, je l'ai gagné dès le premier coup. Donc, ça n'empêche pas. Oui, mais bon, avec beaucoup de chance et très bien accompagné, etc. Mais bref, tout ça pour dire que, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens favorisés qui participent. C'est pas interdit d'y participer, mais bon, il faut encourager un petit peu. En tant que femme et en tant que toi, ta personne, toi, tu te sentais légitime déjà de base quand tu as commencé ? J'ai beaucoup d'amis qui ne se sentaient pas légitimes, mais qui l'ont fait quand même, qui ont un peu dépassé cette peur. Moi, je ne me suis pas tellement posé la question. J'y suis juste allée en me disant, bon, je ne gagnerai pas, mais on verra bien. Ah ouais, c'est vrai que si tu n'avais aucune idée de ce que tu étais, de toute façon, c'est ça, en fait. Tu as eu dire, bon, je débarque, on verra bien ce qui se passe. Exactement. J'avais tellement aucune idée qu'en fait, je ne me suis pas mis de barrière. Peut-être que, tu vois, si j'avais déjà vu un concours d'éloquence, je ne sais pas si j'aurais participé. Peut-être que ça aurait été terrorisant. Très probablement, en fait. Très probablement, mais comme là, j'avais aucune idée, j'y suis allée un peu naïvement et ça s'est bien passé, Dieu merci. T'en entends parler, tu t'inscris ? Ouais, en fait, tout le monde me dit inscris-toi. Je dis non, jamais, je ferai pas ça. Et en fait, le jour de la fermeture des inscriptions, à 23h59, de manière extrêmement théâtrale, j'ai envoyé le mail en disant allez, je m'inscris. C'est trop les scènes de films où tout d'un coup, t'es dans ton lit, tu te dis non, je dois le faire. Exactement. Ça s'est un peu passé comme ça dans ma tête. Ça sera mon destin. Peut-être j'ai réécrit l'histoire depuis, mais en vrai, c'est le souvenir que j'en ai. Oui, ça se trouve, c'était pas du tout ça. Juste t'as pas été inscrite, t'étais pas au courant, t'as eu le seum le lendemain, genre vraiment, il y a rien qui va. Et du coup, tu t'inscris, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors, du coup, tu t'inscris et à l'époque, donc moi, je suis en première année, donc c'est un concours de plaidoirie et en fait, on t'envoie un sujet qui est un cas pratique fictif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une situation juridique qui n'existe pas et tu dois faire une plaidoirie comme si tu étais un avocat et tu as 1 semaine pour le préparer. Et moi, c'est ça qui m'a sauvée, c'est que tu avais 1 semaine pour le préparer. Donc, en fait, qui que tu sois, où que tu sois éloquent ou pas, t'as 1 semaine pour le préparer. Ça m'avait beaucoup rassurée. Et du coup, j'ai pris la semaine pour le préparer. Je l'ai charbonné comme jamais. Et je suis arrivée au bout d'1 semaine au concours d'éloquence. Et au moment de passer, c'était une catastrophe. En gros, j'avais un super texte parce que je l'avais bien préparé. Mais par contre, j'étais tremblante, je rougissais, je hurlais quand je parlais. Quand tu préparais, enfin ta première fois, je me dis que après tu préparais plus peut-être comme ça. Ouais. T'as préparé la première fois, t'écris, t'apprends par cœur et tu passes. Ouais, j'apprends même pas par cœur en fait parce qu'on a le texte. Donc juste, je l'écris, je m'entraîne 100 fois à le répéter avec les intonations, etc. Et le jour J, juste je le délivre. Et en fait, évidemment, maintenant je le fais plus exactement de la même manière, mais à l'époque, la première fois, je le fais comme ça. Et la première fois, sur le fond c'est cool, sur la forme c'est cata. Et en fait, au fur et à mesure des tours, est-ce que t'étais stressée ? J'étais extrêmement stressée, je tremblais mais vraiment comme une feuille. Il y avait beaucoup de monde ? Il n'y avait pas tant de monde. Non, je n'ai pas d'excuses, il n'y avait pas tant de monde. Tu sais que des fois, moi je trouve ça plus stressant quand il y a moins de monde. Je suis d'accord avec toi. Franchement, avec le recul, je suis d'accord avec toi, moins il y a de monde, pire c'est parce que quand tu floppes, c'est très dur, tu vois les gens dans les yeux. Tu vois. Donc ouais, tu sais que les vies, là, tu peux les recroiser dans la rue quand il y a beaucoup de gens, c'est une masse de personnes. Totalement. Tu vois, c'est moins personnel en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. C'est-à-dire que tu passes et t'es quand même sélectionné pour passer les tours d'après. Exactement. Et en fait, donc je passe un premier tour, le deuxième tour ça se passe mieux, je passe un troisième tour, le troisième tour ça se passe encore mieux, et là je vais en finale, et là je gagne. Youhou, encore. Oui, exactement. Mais attends, ça veut dire que toi t'étais hyper stressée à la fin de ton passage. Selon toi, t'es en mode ça s'est mal passé ? Non. Ou juste bon, ça va. J'étais stressée, mais à chaque fois je me disais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Donc, grosso modo, je sortais plus ou moins comme ça. Et en fait, c'est beaucoup les retours des gens qui te font comprendre si c'était bien ou si c'était pas bien. Personne ne te dira jamais que c'était pas bien. Ouais. Par contre, quand on ne dit trop rien, c'est qu'en général, c'était catastrophique. S'il y a que quelques personnes qui te disent que c'est bien, voilà, tu doutes. Et si tout le monde se jette sur toi en disant putain, c'était génial et tout, ce qui est arrivé quelques fois, pas à chaque fois, mais quelques fois, là, tu te dis ah, ok, là, ça a été bien reçu par le public. Mais en général, quand tu finis ta prestation, déjà, en entendant les applaudissements, tu sais si ça a pris ou si ça a pas pris. Ouais, même les regards.
Tu sais, les regards fuyants de ta famille, genre. Tu sais, tu regardes genre, le mur, tu sais. Et toi, t'es là, t'attends. Tu sais, un geste, un truc. Ça arrive rarement que vraiment on te fuit du regard. Mais par contre, vraiment, maintenant j'ai fait des dizaines et des dizaines de discours. Donc je me rends compte dans les applaudissements, il y a une manière d'applaudir en mode waouh, je suis trop convaincue, j'ai adoré. Et il y a une manière d'applaudir en mode bon, il faut applaudir. Qui est poli. Moment, voilà, exactement. Ouais, Mais pas forcément poli en mode du bout des doigts, mais genre, juste c'est le moment d'applaudir, j'applaudis. Ou vraiment j'ai trop envie d'applaudir. Genre vraiment là j'ai kiffé, tu vois. C'est pas si fréquent. C'est très satisfaisant. C'est à ça que tu deviens accro, en fait. Et après, t'as kiffé et t'as enchaîné, t'en as fait plein. Ouais, et en fait, après ça, donc j'ai gagné. Et après, tu rentres dans l'association de ceux qui organisent le concours. Ah, c'est-à-dire que là, tu faisais un concours d'entrée ? Non, c'était le concours. C'était le concours. Mais en général, ceux qui arrivent de la demi-finale jusqu'au gagnant, on rentre dans l'association et après on organise le concours. Sauf que du coup, nous on organise le concours pour les gens de la fac, mais nous on participe à d'autres concours. Ok, donc vous êtes une team d'éloquents. Exactement, on est une team d'éloquents. Mais ça va pas la tête, genre. Ouais. C'est quoi ça, tu sais, les CAPA, tu sais, les fraternités. Nous, on est trop les éloquents. Ouais, ça peut se la péter en plus parfois. Mais là, en l'occurrence, moi, c'est resté parmi mes meilleurs amis, ceux que j'ai rencontrés à cette occasion. En fait, c'est comme faire de l'éloquence pour moi, ça a été comme pour beaucoup faire du foot. C'est-à-dire, t'arrives à un endroit où t'aimes un truc, les autres, ils aiment le même truc que toi. Ouais. Sur votre temps libre, vous parlez de ce truc, vous aimez ce truc, vous regardez ce truc. Moi, je regardais des discours d'éloquence sur YouTube comme les gens regardent un match de foot. Tu regardes des discours d'éloquence ? Mais bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que là, genre, si je peux te dire, c'est quoi ton discours préféré ? T'as un discours ? Ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé, donc je pourrais plus te citer ceux qui sont sur YouTube. Par contre, moi, je sais dans ma tête ceux que j'ai adoré, que j'ai vu de mes yeux. Okay. Et il y en a dont on parle, nous, qui sont un peu iconiques, tu vois, on se rappelle de répliques, on se rappelle de trucs. Ouais. Comme un match, tu vois, tu dis, ah putain, cette passe à la 32e minute entre X et X. Et ben, nous, on se rappelle de ça, mais pour des punchlines, dans des discours, etc. Le seul truc qui me vient, c'est François Hollande, là. En anglais ? Be you, be proud of you, because you can be do what we want to do. C'est horrible parce que trop souvent, on se rappelle des pires phrases. Très rarement, on se rappelle des meilleures, en fait. Mais moi, je trouve que cette phrase est trop bien. Ouais, elle est incroyable. C'est trop, en fait, c'est trop iconique, c'est trop iconique. C'est vrai que moi, je regarde jamais des discours d'éloquents. Mais ce qui est logique, personne ne fait ça, tu vois. Mais je pense que t'en as même les gens qui ont envie d'apprendre à plus l'être, qui vont regarder, essayer de prendre exemple sur une manière de se tenir, de ponctuer, de mettre des silences, etc. Ça arrive, mais en vérité, c'est vraiment un truc de geek de l'éloquence, tu vois. Nous, c'était notre truc et on a voyagé dans le monde entier pour faire ça aussi. C'est ça qui est trop cool, tu vois. C'est trop chouette. Donc, on a fini par aller au championnat du monde de débat francophone. Et c'est là, du coup, que je suis devenue finaliste de ces championnats du monde de débat. Faut que tu racontes, ça va être ouf. C'est pas si ouf, parce qu'encore une fois, c'est un truc de geek de l'éloquence. Mais en gros, t'as Non, je trouve qu'il faut pas minimiser le truc, hein. Ouais, c'est... En vrai, c'est un concours parmi tant d'autres. Tout le monde est champion d'un truc, en vrai, si on se penche sur la question, tu vois. Non. J'ai pas de titre chez moi, perso, de championne du monde. Oui, non, c'est vrai, dit comme ça. Non, c'est cool. Ouais, et du coup, avec notre team d'éloquents, en fait, ils convoquaient les teams d'éloquents de plein de pays francophones du monde pour se rejoindre à Beyrouth et faire un concours de débat, en l'occurrence. Mais en plus, t'es libanaise, ça devait être incroyable. Et en plus, je suis libanaise, c'est incroyable. Mais c'est le hasard, en plus. Hein. Mais oui, t'imagines, moi, je viens que si. Que si c'est organisé au Liban. Non, pas du tout. Mais là, c'est le hasard. Et donc, ça se passe là-bas. Et en fait, voilà, avec notre team d'éloquents, justement, on participe à ce concours. C'est incroyable parce qu'en fait, on y va peut-être un quart pour débattre. Et puis trois quarts pour faire la fête avec des gens qui aiment la même chose que nous, au bout du monde, en kiffant et tout. On finissait les soirées à 4 du mat et puis on commençait à 8 du mat à débattre. En fait, les débats, là, du coup, t'as des sujets. Et on peut te mettre en face de quelqu'un. Alors, exact. En fait, c'est individuel, mais 4 contre 4. Donc, c'est-à-dire que tu as une note individuelle quand tu débats, mais c'est 4 personnes contre 4 personnes qui défendent un sujet ou un autre. Et le sujet, il est imposé. Donc, par exemple, ce serait votre gouvernement défendra qu'il faut rétablir la peine de mort. Ça, ce serait le sujet du gouvernement. Okay. En face, le sujet de l'opposition, ce serait il ne faut pas rétablir la peine de mort. Et tous les 4, on devrait défendre cette thèse dans un sens ou dans un autre. Et en fonction de la manière dont on le fait, on a des notes. Et ces notes, elles sont accumulées, divisées, etc., de telle sorte à passer des tours, puis des tours, puis des tours, puis des tours. Ça va être fou. C'était fou. Franchement, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'éloquence. Franchement, c'était incroyable. C'est vrai que j'allais te dire, en plus, à un moment, c'était quoi ton meilleur moment? Mais ça devait clairement être ça. Le moment où on nous annonce qu'on est sélectionné pour un certain tour, etc., et où tout le monde m'attrape, me jette en l'air et tout, c'est incroyable. Enfin, c'est un moment de fou où tu fais un truc que tu kiffes avec des gens que tu kiffes au bout du monde, comme si c'était important. Alors qu'en fait, on s'en fout. Mais là,
on donne de l'importance à ce moment-là. Donc je souhaite à tout le monde de vivre un jour ce genre de sensation dans le domaine dans lequel il est bon. C'est-à-dire que là, on parle d'éloquence, mais ça pourrait être absolument n'importe quoi. Mais trouver ce domaine où tu es bon et pouvoir le faire à haut niveau, c'est incroyable. Parce que du coup, tu penses que tu te crées un peu un perso ou que tu as un alter ego Solène That Queen tu sais, quand tu as besoin de parler devant plein de gens, quand tu fais un TED Talk, un truc comme ça ou pas tant? Sûrement. J'ai sûrement un alter ego. Après, cet alter ego, c'est pas moi. C'est juste une autre part de moi. Ah oui. Exactement. Moi, je pense que donc oui, complètement. Quand tu me vois parler, par exemple, tu citais le TEDx, sur scène pendant un TEDx, je parle pas comme ça avec mes potes au quotidien. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas moi, ça veut juste dire que c'est le moi adapté à cette situation où je parle devant 2000 personnes. Enfin, ce qui est très différent que de parler avec ma meilleure pote, quoi. Donc ouais, c'est une autre partie de moi. Et ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui ont très peur de parler en public, c'est de se mettre une petite carapace. On appelle ça le complexe de l'acteur, le paradoxe de l'acteur, pardon. En fait, tu remets une espèce de cape, c'est plus toi, et du coup, c'est beaucoup moins stressant parce que c'est pas toi qui est en train d'être jugé, c'est une petite partie de toi, quoi. Tout se recoupe sur la notion d'être jugé par les autres, d'être jugé comme pas pertinent, pas utile, pas intéressant, pas cool, pas beau. Enfin, il y a plein d'appréhensions que tu as, mais qui tournent toutes autour du fait d'être jugé par les gens, effectivement. Et tu penses que c'est plus facile après de mettre le point de pourquoi tu as peur d'être jugé ou pas tant? Franchement, la vérité, c'est que c'est encodé en toi. La peur de la prise de parole en public, c'est quelque chose qu'on porte tous en nous. C'est-à-dire que systématiquement, que tu sois à l'aise ou non, quand tu prends la parole en public, ton rythme cardiaque accélère, ta sudation accélère, etc. Tu as des marqueurs de stress immédiatement et pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est encodé en nous d'avoir peur quand on parle en public. Pourquoi ? Parce qu'on se met en danger face à notre groupe et la survie de l'être humain repose sur le fait d'être en groupe. Donc toutes les situations de jugement sont des situations pour nous de stress. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais en gros, c'est clair. C'est clair, mais j'ai aussi l'impression que ça vient du fait. J'ai pas l'impression qu'on nous apprenne vraiment à parler depuis l'école. Tu vois, j'ai un souvenir des exposés de poésie, justement, mais on va t'apprendre comment méthodiquement faire un exposé, comment apprendre une poésie, mais pas à te mettre devant des gens et à devoir incarner pour une poésie, à l'aise à l'oral. C'est un très bon point que tu soulignes, et c'est un truc que je dis très souvent. On nous apprend à lire, à écrire, à compter, mais jamais à parler, et on part du principe que parler, c'est un truc qui ne s'apprend pas. C'est un truc que tu sais faire ou que tu ne sais pas faire. Et du coup, ça alimente beaucoup le mythe du fait qu'il y ait des gens éloquents et des gens qui ne le sont pas. Or, c'est pas vrai du tout. C'est juste une histoire de pratique. Et pour ça, je peux donner un petit exemple. Mon associé de cœur, disons, dont je suis très proche, qui s'appelle Corentin Evenot et Hop Éloquence sur les réseaux, donc qui est une petite... Salut Corentin. Qui a une petite communauté. Quand je l'ai rencontré, il était introverti, timide, bègue. Et aujourd'hui, c'est une des personnes les plus éloquentes que je connaisse. Donc, il est parti avec des facteurs qui n'étaient pas favorisants, mais à force de travail et de pratique, évidemment, il est devenu... J'ai l'impression que tu as des gens, si tout d'un coup, là, dans un taf qu'ils vont avoir, ils doivent faire des revues, faire des présentations devant des gens, et quoi, ils n'ont jamais fait de leur vie, à part parce qu'ils ont passé, je sais pas, un oral de bac et un exposé en CM2. Exactement. Tu vas pas très très loin, quoi. Moi, je sais que je galérais pas trop, mais le théâtre, tu sais, à chaque pote à moi, on faisait du théâtre, ça nous a sauvés et sortis de ce truc, franchement... Complètement. Et d'ailleurs, juste tes performances sur la première fois que tu fais quelque chose, elles sont toujours mauvaises. Et la millième fois que tu le fais, elles sont toujours meilleures. Donc, c'est aussi simple que ça. Plus tu pratiques, mieux c'est. Et aujourd'hui, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'on a mis le grand taux au bac, mais on n'a mis aucun cours qui vont avec. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de tes études, tu es jugé sur un truc que tu n'as jamais appris. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, ça les stresse énormément et c'est normal. Enfin, ils n'ont jamais fait ça et on leur dit, ça va être une note, en plus une note importante. Oui, en plus, c'est différent devant tes potes que devant plein de gens. Même, tu vois, je me dis, un entretien d'embauche. On distingue parler et prendre la parole. Oui. Parler, c'est ce que tu fais au quotidien. Prendre la parole, c'est le moment où tu sais qu'il y a un enjeu. Et tu vas devoir prendre la parole. Et ça, c'est hyper différent. Et ça s'apprend. Parler, évidemment, tout le monde sait parler. Enfin, si t'es pas muet, a priori, tu as la capacité de parler, tu le fais au quotidien, quoi. Ouais. Mais prendre la parole, c'est autre chose. Et ça s'apprend. Comment ensuite, tu t'es dit, non, je vais être coach en prise de parole? Ça a été une suite plus ou moins logique, c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes études de droit. J'ai été diplômée en droit. Exact. Je me destinais à devenir, du coup, plutôt avocate d'affaires. Et
Et en fait, ça me faisait atrocement chier. Après avoir fait plein de stages, etc., je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Et je me suis rendu compte surtout que je voulais monter ma boîte. Je voulais pas de patron, etc. Je voulais monter ma boîte. Ça, c'était mon premier déclic. Et après, comme souvent quand on monte sa boîte, on se dit, si je dois monter ma boîte, il faut que je le fasse dans un truc que je connais un peu mieux que les autres et où je peux apporter un peu de valeur. Oui. Et moi, je me suis dit, la seule chose que je sais faire peut-être un peu mieux que les autres, c'est prendre la parole. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai beaucoup appris après de mon côté, etc. Et puis, j'ai commencé à trouver des clients. Et puis, parce qu'au début, tu dois dire, je sais bien prendre la parole, mais maintenant, comment je l'enseigne à des gens Alors ça, je le faisais déjà en fait, parce que quand j'étais à la fac, au début, j'ai fait des concours d'éloquence et très rapidement, j'ai animé des conférences, des masterclass, des cours, etc. pour le transmettre d'abord à des étudiants. Ensuite, je suis allée dans des collèges, dans des lycées. Ensuite, je l'ai fait pour un parti politique. Enfin, bref, dans lequel j'étais même pas engagée à l'époque, mais qui en avait besoin. Enfin, bon, bref, on s'en fiche. Mais et au fur et à mesure, en fait, très naturellement, on a commencé à m'appeler en mode tu peux me filer un coup de main là, etc. Donc, je l'ai appris sur le tas. Donc, au moment où j'ai fini mes études, j'avais déjà pas mal enseigné en fait la parole. Bon, après j'ai beaucoup appris depuis, mais bon, la base était la même quoi. Non, mais ce qui montre qu'au final, tu as vraiment genre un panel de personnes de tout âge, soit étudiants ou d'un parti politique ou des auto-entrepreneurs. Enfin, je sais pas qui. Complètement. Parce qu'en fait, tu as tout maintenant. Totalement. Des avocats, des journalistes, des politiques, des ingénieurs, des miss, j'ai eu des clients divers et variés. Vraiment, on peut pas imaginer à quel point c'est divers et varié. Et tu arrives à trouver un point commun dans tous ces profils hyper différents. Ce qui est marrant, ça c'est un truc que je me suis toujours dit, c'est que mes clients sont en moyenne meilleurs à l'oral que la moyenne des gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui prennent un coach en prise de parole... Parce qu'ils ont envie de s'améliorer. Exact, mais du coup, ont en général déjà fait des démarches pour s'améliorer ou y accordent une importance spécifique. Donc, ils sont, en règle générale, déjà un peu meilleurs que la moyenne. Donc, mes clients, c'est pas les pires. C'est au contraire plutôt les meilleurs qui veulent être... passer encore un stade. Le step du dessus. Ouais. Leur point commun, c'est qu'ils ont envie de progresser, ça c'est sûr. Et qui, du coup, entraînent qu'ils sont peut-être un peu meilleurs que les autres. Sinon, franchement, c'est extrêmement divers parce qu'il y a des introvertis, des extravertis, des timides, des sociables. Il y a tout type de personnalité, tout type de profession, tout type de moyens, tout type de background. Vraiment, c'est hyper divers. Parce que du coup, tu ne retrouves pas, par exemple, je sais pas, c'est que des tics de langage ou les gens qui parlent trop vite. Tu vois, moi, on m'a longtemps dit que je parlais trop vite. Ouais. Et maintenant, je l'ai un peu accepté, je m'en fous. Alors qu'il y en a qui m'ont dit non, mais il faut que tu prennes ton temps. Tu vois, là, mon coach là, quand il va voir ce podcast et qu'il m'entend dire ça, il va m'appeler et me dire parle-moi vite en fait. Parle-moi vite. Alors, c'est un super bon point. Alors oui, est-ce qu'il y a des points communs dans les erreurs que font les gens ? Ouais, il y en a plein. Notamment parler trop vite. Mais en fait, j'aime pas trop dire que parler trop vite, c'est un problème. Et d'ailleurs, si les auditeurs en sont arrivés à ce stade du podcast, ils entendent à quel point je parle très très vite. En fait, parler trop vite, c'est pas un problème en soi. Parler trop vite, c'est un problème quand on ne comprend pas ce que tu dis, sur le plan des mots ou sur le plan des idées. Ouais, de l'addiction aussi. Exactement. Ouais, qui fait donc, ou tu parles tellement vite que j'ai même pas le temps d'assimiler les mots, et là c'est un problème, ou tu parles tellement vite que j'ai pas le temps d'assimiler les idées, et là c'est un problème. Mais si tu parles très vite et que j'ai le temps de comprendre ce que tu dis et comment tu le dis, ça ne pose aucun problème. C'est juste un rythme, c'est juste un style en fait. Donc en gros, le conseil que je donne, c'est pas de dire il faut que je ralentisse ma parole. C'est il faut que j'articule. Ça, c'est archi important. Si tu parles vite, articule. Et si tu parles vite et que tu articules, tout va bien. Et 2, si tu développes des idées complexes, il faut que tu dilues. C'est-à-dire que tu énonces ton idée et ensuite tu l'illustres, tu donnes des exemples, etc. de telle sorte à ce que j'ai du temps pour m'approprier l'idée. Et si c'est le cas, c'est bon. Et tu n'as absolument pas besoin de ralentir. Pour toi, là, c'est quoi les critères principaux pour être un bon orateur ? Eh bien, je vais te dire, le seul critère, c'est est-ce que, selon le public, tu as été un bon orateur ? En fait, c'est ça qui compte. Trop complicado, là. En fait, alors, je le reformule. Parce que j'étais en train de me dire, si quelqu'un nous écoute en mode « je veux un conseil », si le public aime, on aime, oui, mais du coup, ça passe forcément par des points tels que... tu vois, garder plein de petits défauts, des tics de langage, mais... En fait, c'est marrant. Tu vois, t'essayes de chercher un petit tip, ce qui fait qu'on est un bon orateur, et tu dis non, mais il y a forcément un truc qui. Et la vérité,
c'est que tu peux me donner tous les petits tips du monde, je te trouverai toujours un discours qui a été un excellent discours ou un orateur qui est un excellent orateur et qui ne respecte pas cette règle. Ouais. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas te donner de tips parce qu'il y a des orateurs qui ont tous les défauts du monde et qui pourtant atteignent leur cible. Et tu penses pas que c'est la conviction aussi Alors ça, c'est encore une autre question. Parce que tu vois, pour moi, ça peut marcher dans ce truc-là où en fait, tu peux dire ça. J'ai l'impression que l'émotion prendra toujours le dessus et la conviction dans ce que tu dis prendra toujours le dessus, sur même si c'est mal dit. Mais c'est même pas vrai, parce qu'en fait, moi, je pourrais défendre quelque chose avec ardeur auquel je crois pas du tout, et ce serait très convaincant. Je pourrais aussi... Bah justement, tu vois, c'est que ça marcherait du coup, même si tu crois pas. Si tu arrives à bien le faire, pour moi, c'est plus ça qui marche, tu vois. Non. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit le point déterminant. Le point déterminant, c'est est-ce que j'ai bien compris qui j'avais en face de moi et je lui ai parlé de la bonne manière. Parce que être un bon orateur pour un enfant de 14 ans, pour un daron de 40 ans, pour un papy de 70, pour une femme, un homme de tel milieu social, etc., c'est pas la même chose. D'ailleurs, tu regardes, tu sais quoi, on va prendre un exemple. Tu prends les politiques. Tu prends les candidats aux élections présidentielles, donc qui sont a priori le politique qu'on veut mettre en avant de chaque parti. Et bah tu prends tous les politiques qu'on veut mettre en avant et tu regardes leur éloquence. Elles sont toutes différentes. Il y en a qui parlent de manière extrêmement technique. Il y en a qui sont très populistes. Il y en a qui parlent vite. Il y en a qui parlent lentement. Il y en a qui utilisent des mots précis. Il y en a qui sont poétiques. Il y en a qui, au contraire, sont très... qui ont une parole du quotidien. Bah parce qu'en fait, ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Ça veut dire des choses différentes. Macron parle pas du tout comme Mélenchon. Et pourtant, pour leur groupe politique, c'est des bons orateurs. Donc tu penses que c'est plutôt la capacité à t'adapter à ton auditoire que... Exactement. Youhou. Youhou. Un exemple, je vais trouver là. On a mis le doigt sur un truc. C'est exactement ça. Ok. Et c'est ce que tu conseilles du coup? C'est ce que je conseille, à 100%. Tu peux pas faire un bon discours si tu sais pas à qui tu parles. Voilà. C'est une fin de podcast. C'était super. Merci Solène. Non, oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai. Après, c'est... Ouais. En fait, c'est vrai que pour les gens qui sont pas habitués, t'es obligé de peut-être un peu conscientiser à qui tu vas t'adresser, alors que c'est un truc que tu peux faire de manière totalement naturelle quand tu es un peu habitué à juste parler. Totalement. En fait, de la même manière que quand je parle avec toi, je parle pas de la même manière que quand je parle avec mes darons, que quand je parle avec, sais rien, un collègue, un client, etc. Tu t'adaptes naturellement. Et bah, c'est la même chose. Un bon orateur, c'est un gars qui s'adapte en fonction du public. Sauf que trop souvent, quand tu fais un discours sur une scène, t'oublies de te poser ces questions. Tu fais comme si ça n'avait rien à voir avec tes prises de parole de tous les jours. Tu dis, ah ouais, je veux dire ça. Mais je m'en fous de ce que tu veux dire. Le public, il veut entendre quoi? C'est ça qui est important. Enfin, évidemment, il y a des tempéraments. C'est-à-dire qu'il faut que ton message soit exprimé de la bonne manière, selon le public que tu as en face de toi. Ok. Et comment tu penses que quelqu'un qui... Quelqu'un, en fait, qui a bien préparé son truc, quelqu'un qui a bien préparé son truc, mais qui est juste giga stressé. Parce que je pense qu'il doit y en avoir plein, en fait, qui gèrent totalement, qui ont bien préparé leur truc. C'est solide, mais juste le stress d'avant. Tu sais, le petit stress d'avant où tu es là en coulisses et tu dis pourquoi je fais ça? Je n'ai pas du tout envie de faire ça. Pourquoi j'ai accepté de parler devant 2000 personnes? C'est une très bonne question qu'on me pose littéralement tous les jours. Bah ouais. Alors, il y a plusieurs trucs. La première chose, c'est tu seras beaucoup moins stressé si tu es bien préparé. Voilà. Ça, oui. Ça, c'est la première chose. Si tu es mal préparé, je peux rien pour toi. Ciao, bonsoir, je peux rien faire pour toi. Il n'y a pas de technique miracle, va fumer un joint, va boire un shot, j'en sais rien, mais moi, je ne pourrais pas te détendre. Parce qu'en fait, ton cerveau sait que tu n'es pas capable de faire ce que tu vas faire. Donc, il panique, et c'est normal. Il panique à juste titre. Donc, je dirais que, déjà, c'est être préparé. Mais après, être préparé, ça veut dire plein de trucs. Parfois, ça veut dire avoir préparé son discours. Parfois, ça veut juste dire s'être tellement entraîné dans sa vie que tu es prêt. Aujourd'hui, j'ai rien préparé avant de venir. Mais j'ai fait ça tellement de fois dans ma vie que je sais que ça va couler de manière plus ou moins naturelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand tu es dans les coulisses, que tu vas passer, que tu as envie de te dire je veux mourir plutôt que passer. J'aimerais tomber dans les pommes. Ouais, bien sûr. Plutôt que d'avoir à y aller. Alors, c'est normal. C'est normal, il y a une phrase qu'on dit très souvent, c'est Sarah Bernard, qui est une actrice très connue, qui est en coulisses avant de monter sur scène. Et il y a une jeune actrice qui vient la voir et qui lui dit vous savez, moi, je suis absolument pas stressée. Et là, la légende raconte que Sarah Bernard aurait répondu « Vous inquiétez pas, mademoiselle, ça viendra avec le talent. » Ouais, c'est ouf. Et en fait, cette phrase, elle veut dire que... Ça me dit un truc en plus. Ouais, c'est assez connu. Cette phrase, elle veut dire que quand c'est important pour toi, tu stresses et c'est normal. Et même pire, que le stress va être un allié pour être bon, pour être performant sur scène. Et apprendre à gérer son stress, quoi.
Tu vois, moi, je sais que je m'envoyais des exercices de respiration, t'as peur. Ouais. T'arrives en coulisses, t'as les meufs, faisaient c'est des trucs de meuf spé ou je sais pas, tu te récites des trucs ou en fait. Je trouve dédramatiser aussi ce que t'es en train de faire, même si c'est hyper dur de conscientiser quand c'est vraiment important pour toi. Ça marche bien. Bah, en fait, il y a un dernier tips que j'ai découvert il y a pas si longtemps. J'y croyais pas, je trouvais que c'était du bullshit. Et en fait, il se trouve qu'il y a des études qui prouvent que ça marche super bien. C'est de transformer ta perception du moment en disant, en fait, le stress, c'est « Oh putain, j'ai pas envie d'y aller ». Et bah, de transformer ce « Oh putain, j'ai pas envie d'y aller » en « Oh putain, j'ai hâte d'y aller ». Transformer le stress en excitation. Ok. Et ben ça, apparemment, ça marche, selon toutes les études, ça marche très bien. C'est-à-dire, si tu te dis plutôt que « Putain de merde, j'ai tellement peur », tu te dis « Oh putain, j'ai tellement hâte d'y être », c'est la même sensation. L'excitation et le stress, c'est exactement la même sensation physique. Et ben, si tu te reprogrammes en disant « J'ai hâte plutôt que j'ai peur », c'est smooth. Putain, c'est trop bien. Et ton TED, tu l'as vécu comment ? Ouf, très bonne question. J'ai été incroyablement stressée, mais j'ai été incroyablement stressée. T'es souvent stressée du coup ou plus tant ? Plus tant. Enfin, je suis toujours un peu stressée, oui. mais pas très. Et là, j'ai été extrêmement stressée. Et pourquoi j'ai été extrêmement stressée ? Parce que je devais connaître absolument tout par cœur, au mot près, à la virgule près. Et je pouvais pas me tromper. Et en fait, autant j'ai l'habitude de parler en public de manière libre, autant j'ai pas du tout l'habitude de réciter un texte. Enfin, par pas l'habitude, j'entends, je l'ai jamais fait. Non, il n'y avait pas de prompteur. Et du coup, franchement, ça a été horrible. Ça a été une expérience très désagréable parce que j'ai pris aucun plaisir. J'ai même eu un trou sur scène, pour tout te dire, qui, du coup, vous le verrez pas sur YouTube parce qu'il a été cut, mais parce que du coup, je l'ai repris proprement pour qu'il puisse être cut. Vous pouvez me cutter ça, s'il vous plaît. Complètement, totalement. Mais j'étais extrêmement stressée. Parce que j'avais pas l'habitude en fait. Si j'étais comédienne ou actrice et que j'avais l'habitude de réciter des textes, j'aurais été beaucoup moins stressée que ça. Mais moi, je suis plutôt oratrice, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de parler, mais pas de réciter. Et du coup, comme je faisais un truc dont j'avais pas l'habitude, et on y revient, c'est la pratique, j'ai été très stressée. Attends, j'étais en train de me dire, on n'a pas du tout expliqué pourquoi tu avais fait un TED, et sur quoi c'était, etc. Ouais. On va vous expliquer. Oui. Alors, pourquoi j'ai fait un TED ? J'ai fait un TED, moi, sur la notion de la conviction. Donc, moi, ce qui me passionne dans la vie, ce que j'essaye d'apprendre aux gens, c'est comment est-ce qu'on convainc autrui. Ce qui est une espèce de sorcellerie un peu mystérieuse. Et donc, c'est de ça dont j'ai parlé. Et comment je me suis retrouvée là ? Tout simplement, j'ai candidaté. Après, il y avait un petit concours pour avoir le droit de faire un TED. Et j'ai gagné. Donc, j'ai fait un TED. Voilà. Ça a duré combien de temps ? C'était 12 minutes. 12 minutes par cœur. C'est horrible. C'est horrible. Au mot près, à la virgule près, c'est horrible. Parce que sur le moment, tu as envie de le dire autrement, etc. Mais tu peux pas pour mille et une raisons. En plus, tu as dû sortir ton alter ego convaincante, là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Le tout en talon de 12, aiguille sur scène et tout. Enfin, t'es pas à l'aise, c'est pas un bon moment. Franchement, moi, c'était... Moi, savoir pourquoi tu fais ça. Je serais curieuse de savoir si ça se voit que c'est pas un bon moment, mais c'est vraiment pas un bon moment. Tu l'as revu après ? Ouais, un peu. Je l'ai regardé un peu de loin. Non. C'était. Non. J'étais pas fière. Je suis même pas contente pour te dire. J'ai même plus envie de le voir. T'es pas fière d'avoir fait ce truc-là quand même ? Non. J'en parle plus en fait. Quand on m'en parle pas, j'en parle pas parce que je l'aime pas. Je l'aime plus. Mais bon. Tu sais, tu dis, je l'ai fait quand même, tu vois, t'as quand même fait un TED, c'est hyper cool. Et c'est une. J'avais sorti les phrases bateau. C'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Non, mais ta gueule, meuf. Vraiment ta gueule. Non, mais c'est archi vrai. Mais tu vois, t'as aussi ce truc-là. Vas-y, t'as fait un TED et ça fait une trop bonne anecdote à raconter justement aux gens. Ils vont être en mode. Tu pourras leur dire Beliève, moi au TED, j'ai galéré, mais t'inquiète. Toi aussi, ça va le faire. Je te jure. Non, en vrai, c'est un bête d'apprentissage, évidemment. Je vais pas le nier. C'est juste que c'est un apprentissage dans la douleur. Mais oui, j'ai envie de te dire. Sur le moment, quoi. Comme tous les apprentissages, c'est toujours dans la douleur. Donc, c'est pas je regrette en mode j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Mais c'est plus, j'aimerais en refaire un différent. C'est plus ça. T'aimerais en refaire un ? Ouais, mais genre dans longtemps. Oui. Quand j'aurai un peu digéré. Quand ça sera un peu mieux. Ouais. Non, mais dans longtemps, j'exagère, mais genre dans 2-3 ans, quand j'aurai un peu digéré tout ça, j'aurai énormément appris de cette expérience-là et de tout ce que j'aurais appris entre-temps. Là, j'aurais bien envie d'en refaire un. Donc, c'est pas en mode j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Je suis contente d'avoir eu un blanc sur scène devant une personne. C'est vrai que ça. C'est dur, mais ça mais t'as eu le blanc. Waouh, un blanc terrible. Mais quand je te dis un blanc terrible, j'exagère absolument pas. C'est-à-dire que je suis en train de dire une phrase, je sais que dans quelques mots, j'ai plus la suite. Je vois que dans ma tête, je l'ai plus.
Ouais, complètement. C'est bon. Pas vraiment juste j'ai un trou. J'ai un trou, et c'est pas grave en fait d'avoir un trou, mais là c'est un peu embêtant parce que je suis censée dire le bon mot pour que le régisseur passe la bonne slide, et sinon les slides n'avancent plus. Enfin bon, bref. T'as fait comment du coup? La personne qui devait me souffler si j'avais un trou avait tellement confiance, parce qu'en répète je l'avais fait nickel et tout, j'ai plutôt l'habitude d'être sur scène, j'étais à l'aise, etc., qu'elle suivait pas mon texte. Du coup, au moment où je la regarde en mode je vais avoir besoin de toi, je la vois paniquer, regarder ses feuilles et se dire putain, mais en fait j'ai rien suivi, je sais même pas où t'en es, tu vois. C'est Donc, horrible. je vois non seulement, parce qu'en fait je panique pas du tout quand je vois que je vais avoir un trou, parce que je sais qu'elle va me souffler un mot et que ça va repartir. Ouais. Et là, quand je vois qu'elle ne suit pas, que du coup je vais être toute seule dans ma merde, qu'elle va mettre énormément de temps à retrouver, un stress en là plus. ça crée un énorme stress. Et donc là, je vois le trou arriver, le trou arrive, c'est bon, je suis en silence là devant toute la salle. Et en fait, j'avais tellement confiance dans le début de mon discours que les gens pensent que c'est un silence voulu. Donc en fait, les gens me regardent en mode ah ouais, ok, donc là c'est un moment important, tu vois, elle met un gros silence. Et en fait, c'est horrible. Et là, au fur et à mesure, le long silence voulu se transforme en ah, elle est en train d'avoir un trou. Ok. Et à ce moment-là, mais t'étais là, debout. J'étais là debout. Et en silence. En silence. En silence. Parce qu'en fait, j'essayais de me concentrer pour retrouver le mot. Et en fait, au moment où je sens que je vais retrouver le mot, mais je ne l'ai pas encore, je fais une petite blague pour détendre un peu l'atmosphère. En fait, c'est pour ça, dédramatiser en disant, vous voyez, ça arrive à tout le monde, même aux professionnels de la parole. Je ne sais plus ce que je dis exactement, mais un truc comme ça. Et là, je retrouve le mot, et là, je repars. Et là, j'ai eu aucun problème jusqu'à la fin du discours. Mais ça n'a pas l'air si catastrophique que ça, non, quand tu le dis. en fait, maintenant, quand en fait, c'est vraiment le sentiment, je pense, que tu ressens de manière subjective. Exactement. Sur le moment qui fait que, alors qu'ils ont juste se dire ouais, là, il y a un trou, elle fait une petite blague, elle reprend, ils sont passés à la suite, ils n'en ont plus jamais reparlé. Et ils s'en souviennent même plus. Mais le seul problème, c'est que pourquoi c'est arrivé ? Parce que j'avais peur que ça arrive, ça c'est la première chose. Et pourquoi c'était finalement pas si grave ? Parce que je me suis reprise et qu'après, ça a été fluide. Sauf qu'avant moi, il y a eu une autre oratrice. Cette oratrice, elle a eu un trou. Ce trou l'a déstabilisée. Et ensuite, pendant les 12 minutes, elle a eu des trous toutes les 15 secondes. C'est pour ça que moi, avec mes clients, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant « je suis très stressée ». Qu'est-ce que je fais avec eux ? C'est très simple. Pour progresser, il faut faire un truc plusieurs fois, en conscience. Le seul tip, c'est la pratique. Voilà, c'est tout. Si vous voulez que je répète le meilleur tip en regardant la caméra, la pratique. Voilà, c'est tout. Fait. Mais la pratique dans un certain contexte. En gros, l'idéal, c'est d'être stressé, mais pas paniqué. Si t'es pas stressé, t'es pas en train de progresser. Et si t'es paniqué, t'es pas en train de progresser, t'es en train de te traumatiser. Donc, il faut être entre ces deux limites qui sont je suis stressée mais je suis pas complètement terrorisée. Et c'est pour ça en fait qu'on prend un coach en prise de parole, c'est pour qu'il nous mette dans cette situation-là. Et comment tu fais du coup toi ? Du coup, moi je crée des circonstances qui sont un peu stressantes, où déjà je te trouve un public, ou je te contrains dans le temps, ou moi je te mets la pression, tu vois, je prépare des gens par exemple à des concours, et d'un coup je deviens pas la Solène sympa qui sourit, tu vois. T'étais juste devant la personne à 30 cm. Un mur, et je t'en mets dans la gueule, etc. Pourquoi ? Parce que je te prépare à ce que tu vas vivre par la suite, et ce que tu vas vivre par la suite va avoir l'air tellement facile à côté que tu seras beaucoup moins stressé. Et puis surtout, tu auras déjà vécu cette situation, donc c'est ok, enfin c'est déjà beaucoup plus ok. Le stress, ça dégénère à partir du moment où tu te dis, où ton cerveau se dit je peux pas gérer la situation, et il se dit ça quand il a pas les clés, parce qu'il l'a jamais vécu, parce qu'il comprend pas ce qui se passe, parce qu'il n'a pas les compétences. C'est à ce moment-là que ça dégénère. Même si la situation est très stressante, mais que toi tu sais que tu peux gérer, tu vas t'en sortir. Je donne toujours un exemple à mes élèves, je dis imaginons qu'ici dans la pièce là où on tourne ce podcast, il y a un terroriste qui rentre avec un Kalachnikov. Ok. J'aimerais... éloquence. J'aimerais trop me dire que je vais le maîtriser, paf, 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 le mettre à terre. Rien du tout. Je vais rien faire. Je vais rester à ma place, je vais pas bouger. Si par contre, je suis avec, dans cette pièce, je sais pas, un mec des forces spéciales, qui est armé aussi, pour une raison XY, et lui, dans cette même circonstance qui, moi, m'a paralysée totale, c'est-à-dire dans cette circonstance, vraiment, je ne bouge plus, je ne peux plus rien faire, je n'arrive même plus à penser. Lui, dans l'exacte même circonstance, il va se sentir plus concentré, plus efficace, plus rapide, plus vif, etc., etc. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, lui, il a les clés, donc son cerveau, il lui dit « T'inquiète, tu peux gérer. » C'est plus facile. Je sais pas si tu vas réussir. Par contre, tu peux la tenter. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en gros, tu stresses moins quand ton cerveau te dit je sais pas si tu vas réussir, mais tu peux la tenter. Et surtout que même s'il y a un couac, t'arrives plus à te rattraper. Exactement. Du coup, comme toi, justement, aux têtes, tu vois. Et t'as tout compris. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, on arrive à la fin du podcast, tu vois, et je suis en train de me dire, j'ai pas respecté les règles que j'ai données.
parce que je sais que je suis dans un podcast où les gens ils sont pas spécialement là pour entendre une conférence et je me rends compte que j'ai pas été ni assez simple ni assez visuel. J'ai pas donné assez d'exemples, assez de métaphores, etc. Et on s'en fout, c'est pas bien grave. Mais par contre, tu vois, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas appliqué mes propres conseils, à savoir s'adapter à son public. Donc, cher public, n'oubliez pas. Mais du coup, ça veut dire que tu prends du recul à chaque fois que tu fais là, un podcast, tu prends du recul 100% du temps. En même temps, j'ai l'impression que tout le monde le fait. À chaque fois que je fais un podcast avec quelqu'un, je pense que j'ai un message, soit dans les 1 demi-heure, soit le soir même, soit le lendemain matin même. Putain, mais Mélo, tu trouves pas que j'ai trop parlé, j'aurais trop dû dire ci, dû dire ça. Complètement. Ah, mais là, je sais pas, je crois que j'allais dans toutes les directions, ça va aller, le montage, enfin. Ouais. Et je pense que c'est pas très grave. Non, c'est archi pas grave. Non, c'est même très bien en fait. C'est quand on fait ça qu'on progresse. C'est quand on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois. Grosso modo, c'est ça. Et bah là, moi, je vous le dis, ce que j'ai bien fait, c'est que j'étais dans le flow, j'étais contente d'être là, on a vraiment discuté. Ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai pas assez vulgarisé. Et ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je viendrai avec des exemples. Ouais. C'est trop bien, t'as donné plein de conseils. J'espère qu'il y a des trucs qui vont résonner. Oui, je pense. Parce que je pense qu'il y a tellement de gens stressés maintenant que... J'imagine. Ouais. Ça, je chope, Ah, ça, je l'ai vécu, donc c'est trop bien. C'est trop bien, ça fait trop plaisir de te recevoir. Trop cool, et j'ai les dernières questions qui sont propres au podcast Dernier Verre. Let's go. Des nouvelles questions pour la saison 2. La dernière fois que t'as bu un verre, c'était avec qui? C'était avant-hier. J'ai bu des verres pour un événement, en gros. Okay. Donc avec des collègues qui étaient mentors et mentorés, justement sur le sujet de prendre la parole pour les femmes. Ok, bref. Trop bien. Ouais. Et t'as un bon spot pour boire un verre? Et justement, ce spot était incroyable. C'est un espèce de rooftop, mais c'est un rooftop dans un coworking incroyable. Vraiment une des plus belles vues que j'ai jamais vues de ma vie dans Paris. Ah ouais? Ouais. Je le mettrai en description, les gars. Le verre en terrasse ou le café le dimanche matin dans le canapé? Oh, le verre en terrasse. Ouais, le dimanche matin, je dors en fait. Pourquoi je serais où ce soir? Tu sais, j'ai écrit cette question, je me suis dit, j'aime pas le café, moi ça me saoule perso. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont dire le dimanche, boring? Je reconnais plein. Et je suis sûre qu'il y en a plein. Non, moi le verre du soir. Et si t'étais une boisson, tu penses que tu serais quoi? Ce que je serais, je sais pas, mais ce que j'aimerais bien être, j'aimerais bien être un vin rouge en mode tu m'apprécies si t'es connaisseur. Tu vois ce que je veux dire? La justification, elle est trop bien. Après, je sais pas si je suis un vin rouge, mais j'aimerais bien. Et la dernière des dernières questions, c'est une reco. Ça peut être ce que tu veux, un livre, un discours, une pièce de théâtre, un album, un podcast, un film, tout ce que tu veux. Je crois que je vais rediriger vers justement le compte Insta TikTok de mon associé qui s'appelle Opéloquence, qui parle beaucoup de prise de parole, de rhétorique, etc. Vous trouverez plein de choses hyper intéressantes là-bas. Donc, let's go. Ça m'a fait trop plaisir. Avec grand plaisir. Franchement, c'était un kiff. Je vais mettre les réseaux de Solène, sa reco. Puis voilà, j'espère que tu as bien aimé cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à aller voir le profil de Solène aussi également. Puis voilà, on se retrouve très vite. J'espère que ça fera un peu écho, ce qui vient de se passer, ce qu'on vient de se dire. Moi, j'ai passé un trop beau moment. Moi aussi. On dit à plus, les gars. Ciao. Ciao.